En Afrique, acheter ou vendre des cryptos, c'est encore compliqué. Taux incertain, transactions lentes, manque de confiance. Et surtout, difficile d'utiliser sa monnaie locale. Mais ça, c'était avant. Voici Barca Change, la plateforme qui simplifie les échanges crypto en Afrique. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce troisième épisode de Barca Talk. Aujourd'hui, nous accueillons un invité spécial qui nous vient du Burkina, Monsieur Zafir Sawadogo, qui nous entretiendra sur un thème spécial. Il est bitcoiner, entrepreneur, il est également initiateur de la conférence Bitcoin Afrique 2026 et également le fondateur de Bitcoin Burkina Faso. Nous allons lui laisser un moment pour qu'il nous parle un petit peu de lui avant d'entrer dans le vif du sujet. Bonjour, Monsieur Zafir. Et bonjour, Oui, Madame comment Boigny. allez-vous? Oui, ça va très bien chez vous. Bien également. D'accord. Alors déjà, merci pour avoir accepté notre invitation et également merci de partager votre expérience avec nous sur ce thème aujourd'hui. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu de vous. D'accord. Ok, à tous ceux qui nous suivent, je suis Faris Safi Sawatogo et entrepreneur burkinabé, et également celui-là aussi qui fait ses pas dans l'écosystème Bitcoin. Donc, depuis 7 ans maintenant, depuis 2019 que nous sommes dans l'écosystème, dont la vocation dans cet écosystème-là est vouée principalement à éduquer. Éduquer parce qu'on a vu que à un moment donné, bah, il y a ce manque d'éducation qui fait que il y a vraiment des torts. On a jugé mieux, on a jugé très intéressant vraiment de mettre l'éducation comme premier plan pour permettre à tout un chacun, au maximum de personnes en tout cas, de savoir comment, comment les choses se font en fait dans cet écosystème et pour pouvoir également éviter tous ces dérives et tous ces torts-là. Donc, pour cela, nous avons mis en place la communauté Bitcoin Burkina, voilà, qui permet à tous ceux vraiment qui veulent apprendre de rejoindre cette communauté. Donc, il y a le groupe Telegram, il y a le groupe WhatsApp, il y a la page Facebook, il y a le compte TikTok, bientôt la page YouTube. Donc, tout ça, c'est vraiment à but éducatif. Mais bien avant que Bitcoin Burkina ne soit mise en place, il y avait également Crypto Billions que nous avions mis. Et on a commencé de Crypto Billions avant de faire la transition à Bitcoin Burkina. Voilà. C'est vrai, certains vous connaissent bien sous le nom de Crypto Billion, Voilà. Pour ceux effectivement. qui, depuis 2019, ceux qui nous connaissent, ceux qui entendent parler de Zafi, c'est principalement avec le pseudo Crypto Billions. Voilà. D'accord. Alors, encore merci Mhm. d'avoir accepté notre invitation. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Banque africaine et crypto, réalité et opportunité. OK. Alors, nous avons préparé quelques questions sur Mhm. lesquelles nous aimerions avoir vos avis et justement pouvoir faire partager votre expérience plutôt. D'accord. Donc, si vous êtes prêts, on pourra commencer. Alors, pour la première question, Monsieur Sawadogo, Oui. dites-nous pourquoi les banques africaines restent-elles méfiantes face aux cryptos aujourd'hui? Bon, quand on dit les banques africaines, il faut naturellement faire la part des choses. Parce que peut-être la question aurait été pourquoi certaines banques africaines sont méfiantes. Puisqu'il y a certaines banques africaines, certaines communautés vraiment africaines qui ont déjà pris le pas il y a des années. Si je prends le cas par exemple de l'Afrique du Sud, récemment du Ghana, si on prend le Kenya, on prend l'Éthiopie. Donc tu vas voir que dans ces différents pays, bah, le regard est autre que dans nos contrées. OK? Donc, maintenant, si on va revenir dans nos contrées, ou bien de façon générale, pourquoi les banques, même de façon générale, sont méfiantes côté crypto, bon, on va dire que c'est principalement peut-être parce qu'ils voient en fait les cryptos ou Bitcoin comme peut-être une menace ou bien un concurrent. Voilà, parce que Bitcoin, les cryptos viennent proposer en fait les mêmes usages que la banque en fait, mais en plus amélioré, si je peux le dire. En plus amélioré dans ce sens où, bon, peu importe, avec le Bitcoin ou avec la crypto de façon générale, il n'y a pas de date ou bien de jour là où c'est fermé. Hein, ça, c'est un. De deux, pour ouvrir son compte Bitcoin ou ouvrir son compte crypto de façon générale, c'est très simple, c'est accessible. Il suffit d'avoir une connexion Internet, ton téléphone, tu peux ouvrir, ce qui n'est pas forcément le cas en fait pour certaines banques. Donc, sur le cas en fait de l'inclusion financière, vous allez voir que l'adoption côté Bitcoin, l'adoption côté, on va dire, crypto est encore plus
évidente. Mhm. Voilà. C'est-à-dire que ce que la banque ou bien ce que les institutions bancaires ont fait, par exemple, en 10 ans ou en 20 ans, Bitcoin, les cryptos viennent faire ça peut-être en un an. Vous voyez, ce Effectivement. qui est là, bon, toi-même en tant qu'entrepreneur, tu es là pendant 20 ans et puis tu viens voir un petit qui vient de commencer ou bien quelqu'un qui est là en un an, il fait les chiffres ou bien son impact est plus que toi qui es là pendant 20 ans, bah, tu commences à te poser des questions. Voilà, est-ce que, voilà, on ne va pas restreindre, est-ce qu'il ne va pas faire, on ne va pas faire ici, on ne va pas faire ici. Donc, il y a tout ça en fait qui entre en jeu. Et le fait qu'ils n'arrivent pas à contrôler aussi cela, bah, ça va de soi. Je les comprends en fait. Voilà, il faut les comprendre. Et puisque aussi au niveau des banques, ils ont un certain modèle de fonctionnement, ils sont également sous le couvert, je peux le dire, étatique et tout. Mhm. Donc, et quand c'est comme ça, il y a un certain nombre de réglementations auxquelles ils sont en fait, bon, ils doivent en fait respecter. C'est vrai. Voilà. Et là, bah, quand on voit de l'autre côté comment ça fonctionne, bah, eux aussi vont se dire, il faut qu'on fasse quelque chose ou bien il faut qu'on se méfie. Voilà. Ou alors, il faut qu'on prenne certaines mesures avant avant de se lever un jour, voir que, bon, peut-être qu'ils ne serviront plus à rien. Voilà. C'est bon? C'est vrai. Du côté du Bitcoin, c'est beaucoup plus la liberté. Alors que du Mhm, côté de la banque, c'est beaucoup plus étatique, comme vous le dites, avec beaucoup de réglementation et tout. mhm. Voilà. Et effectivement, En fait, c'est pas pour dire que ce qu'ils font, ce n'est pas bon, c'est bien. Puisque même si tu utilises Bitcoin, tu utilises la crypto, de toute façon, tu auras besoin de la banque à un moment donné. forcément, Clairement, à un moment donné, tu auras besoin d'elle. forcément. Voilà. Mais, sauf que le, l'usager ou bien le Mhm, particulier, en mhm, fait, s'il a le choix actuellement et qu'on lui montre ça, on va dire le système traditionnel à droite et le système, on va dire Bitcoin ou crypto à à gauche, gauche. et qu'il comprend bien, Mhm, il va prendre ça premièrement avant d'aller ici. c'est vrai. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut entrevoir. Et maintenant, c'est à eux maintenant de voir comment ils peuvent concilier cela. Voilà, Mhm, pour la suite. Donc, c'est ça. d'accord. Merci Mhm. pour vos apports. Alors, pour la deuxième question, les cryptos sont-elles une menace ou une opportunité pour les banques africaines, selon vous? Ah, Ah, menace ou opportunité? Je yes. dirais les deux. D'accord. Menace en ce sens où, s'ils ne la saisissent pas, bah, ils risquent en fait de se faire dépasser. Voilà. Ou alors d'avoir euh, un changement en fait de position Mhm, en fait du vu des utilisateurs. mhm, OK? Maintenant, opportunité en ce sens où, OK, si en regardant, en voyant et en analysant, ils voient vraiment que c'est quelque chose dont ils peuvent vraiment saisir et mhm, intégrer ça au niveau de leur service, comme certaines banques américaines, certaines banques françaises, certaines banques européennes, certaines banques, on va dire, euh, d'Amérique latine et tout, vous allez voir que ça ne va plus, ça va plus en fait les profiter. mhm, Voilà, en insérant ça en fait comme certains, comme en fait des services qu'ils proposent à tout le monde. Parce que à un moment donné, les utilisateurs veulent, ils vont mhm, aller. Et du moment où c'est quelque chose où, en fait, on n'a pas forcément besoin de la permission pour y aller, mhm, ou que même si on l'interdit, les gens vont y aller quand même. mhm, Voilà, mieux vaut trouver le moyen en fait de concilier cela. Voilà, de trouver en fait le juste milieu. Ah, ok, voici. Ok. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui veulent, par exemple, acheter du Bitcoin ou acheter des crypto-monnaies par notre banque, on propose en fait cela. Voilà. mhm, Et dans ça même, peut-être à l'intérieur, ils vont peut-être recruter des spécialistes en ça pour pouvoir les recommander, pour pouvoir les guider. Et pourquoi ne même pas proposer des services clients auprès également de ces utilisateurs qui en auront besoin. Voilà, tout ça, ce sont des idées. Et ils peuvent concilier ça également pour également étendre en fait leur service on va dire, d'ouverture de compte et également, parce que si quelqu'un voit, par exemple, qu'à travers, je sais pas, cette application et tout, mhm, euh, je peux créer mon compte et avoir en même temps un portefeuille Bitcoin en mhm, même temps, bah, c'est quelque chose qu'il va aller le faire. Et tout en sachant que ce qu'il met dans son compte, dans son application bancaire. Il peut, par exemple, convertir ça en Bitcoin ou bien de Bitcoin dans son application bancaire. Il peut le faire en même temps. Ça va plus faciliter.
Ça serait un Effectivement. moins casse-tête. Je prends le cas en fait on va dire, de Bitstack, Mhm, voilà, qui est une solution française. mhm, C'est pas une banque en tant que telle, mais c'est une entreprise qui a mis en place en fait des cartes. mhm. Voilà, il y a des cartes virtuelles, comme également il y a de ces cartes physiques-là. Voilà, c'est comme, ils proposent des cartes prépayées en fait. Voilà, où en fait, tu peux charger ta carte et puis tu fais tes paiements de façon normale, comme si c'était une carte bancaire. Mais sauf que ils te donnent maintenant la possibilité, avec cette même carte, d'acheter du Bitcoin ou tu vas garder ça en fait directement chez eux, tu vas stocker chez eux, ou bien tu peux même les récupérer dans ton portefeuille si tu veux. Et avec eux également, lorsque tu achètes, par exemple, tu fais une dépense, Mhm, disons, tu fais un paiement peut-être en ligne et que ça coûte, je sais pas, peut-être 10,50 € comme ça ou mhm. 10,60 €, ils arrondissent à 11 euros. Et l'arrondi, en fait, est utilisé pour acheter des bitcoins pour toi de façon automatique. Donc, ça fait que Ok. en un rien de temps, ils ont eu un maximum d'utilisateurs. Voilà, un maximum d'utilisateurs. Et aujourd'hui, n'importe qui, je peux dire, nos différentes banques peuvent aller faire des recherches sur Bitstack. Voilà, c'est une solution française. Ça se passe en France et ils proposent même tout ça à toute l'Union européenne. Donc, voici un exemple, par exemple, de solution. Oui. Alors, merci, Monsieur Zafir, pour vos apports. Je pense que tout ce que vous avez dit nous sera bénéfique à tous, autant pour les téléspectateurs également à nous. Mhm. Alors, pour poursuivre, nous allons passer à la troisième question. Allez-y. Alors, comment la blockchain pourrait améliorer, selon vous, les services financiers en Afrique? OK. Les services financiers en Afrique à travers la blockchain. Mhm, Tout d'abord, il y a, il faut d'abord comprendre c'est quoi même d'abord la blockchain exactement. pour pouvoir savoir son utilité et comment ça peut aider. Donc, la blockchain de façon générale ou de façon simple, c'est un registre distribué, ok, Mhm, où mhm, tout ce qui se passe en fait est visible, voilà, de par ses utilisateurs, ça c'est un. Et de deux, tout ce qui se passe ne peut être modifié une fois que c'est déjà fait. Voilà. Et souvent, au niveau de nos différents services financiers, il peut arriver des moments, puisque eux aussi, ils font des transactions. Et, et quand on dit transaction, on parle de serveur, puisqu'il mhm. faut stocker en fait ces informations et tout. Mhm. Donc, et si par exemple, les serveurs ou là où vous stockez vos informations, un jour ça prend feu, ou bien ça disparaît, ou bien ça suspend, ou bien peut-être, on va dire, il y a quand même, il y a un dégât qui se fait là-bas. Mhm. Comment vous retrouvez en fait l'ensemble de ces transactions-là pour pouvoir, on va dire, restituer ou alors restaurer en fait ces éléments au cas où on en a vraiment besoin. Donc, la blockchain peut venir à ce niveau-là pour venir régler cela. OK? D'accord. Mais en ce moment, il faut que ces services financiers soient des services financiers quand même aussi, euh, comment on appelle, il faut qu'il soit aussi clair. Mhm, Voilà. mhm, mhm. Parce que on a l'habitude de dire souvent que la blockchain, les cryptos servent par exemple au blanchiment ou bien à utiliser C'est ça. certains torts, à utiliser à tort, voilà, par des criminels ici. Mais il faut noter que euh, un vrai criminel qui se respecte ne va pas utiliser Bitcoin. Voilà. Parce que eux, en fait, ils évitent tout ce qui laisse des traces. Mhm. Voilà. Et là-bas, ce sont des traces indélébiles. OK? C'est vrai. C'est-à-dire qu'une fois que c'est passé, tu ne peux plus modifier, c'est elle là. À n'importe quel moment, on peut venir, peut-être, on va dire, retracer et puis te retrouver facilement. Mhm. Donc, en ce moment, cet élément de registre distribué, en fait, au niveau de la blockchain, va permettre à ceux qui proposent des services, par exemple financiers, de pouvoir vraiment avoir cette souveraineté informationnelle de données. Ça, Mhm. c'est un. Deux, au niveau des services financiers, on parle actuellement de tokenisation. Mhm. Voilà. Et quand on parle de tokenisation, c'est la représentation virtuelle. Bon, c'est la représentation virtuelle en fait d'un bien ou d'un actif Mhm. donné. Voilà, pour permettre à tous ceux-là qui le veulent, qui veulent être propriétaires ou bien des copropriétaires de cet actif-là, de pouvoir avoir en fait une partie. Disons de façon simple, de façon basique, si on va faire une analogie, on va faire une comparaison. C'est comme en fait des actions. D'accord, je Voilà. vois. C'est comme si la tokenisation d'un actif, c'est comme
si on départageait cet actif-là en termes d'action. On va dire, par exemple, bon, par exemple, cette chaise qui est là sur laquelle, ou bien ce micro qui est là, on peut dire, bon, ce micro vaut, par exemple, disons, je sais pas, 100 000 francs, Mhm. OK? Et n'importe qui veut avoir, qui veut détenir, en fait, une partie de ce micro, et que ce micro qui vaut 100 000 francs, on la divise en, je sais pas, en 100 parts, en Mhm. 100 parts de 1000. Donc, si moi je veux être un copropriétaire de ce micro, en sachant que ce micro a de la valeur, Mhm. pourrait valoir plus, voilà, dans les années à venir et tout. Donc, je peux acheter, si je n'ai pas 100 000, si je n'ai pas 20 000, je peux acheter par exemple pour 1000 francs. Donc, j'ai 1000 francs, j'ai une partie en fait de ce micro. Et si la valeur de ce micro augmente, bah, moi aussi je gagne quelque chose. Et le simple fait également que ce micro est utilisé, par exemple, pour des émissions et tout, bah, les gars qui font les émissions, ils gagnent. Donc, Mhm. ce qui veut dire que, voilà, moi également, en tant que détenteur aussi d'une partie de ce micro, je pourrais avoir en fait quelque chose, Mhm. peut-être à la fin de l'année ou à la fin du mois, ou, bon, en tout cas en fonction de la valeur. Donc, c'est pour dire que, tout simplement, nos États ou nos services bancaires, nos services financiers ou même les entreprises de façon générale, voilà, qui voudraient vraiment se valoriser, peuvent passer en fait par cette tokenisation-là. Voilà, la tokenisation de leurs actifs. On peut tokeniser les différents terrains, le parc immobilier, on peut Mhm. tokeniser. La dernière fois, on présentait un projet où, sur la tokenisation de l'or, par exemple du Mhm. Mhm. Burkina. Donc là, on peut tokeniser vraiment plein de choses. Voilà, sur la blockchain. Et là, une fois que c'est disponible, par exemple sur la blockchain, c'est accessible à n'importe qui. On peut rendre ça accessible à n'importe qui dans le monde. Voilà. Celui-là qui est en Chine, au fin fond de la Chine et qui est intéressé, peut participer. Donc, ça va permettre même de pouvoir même lever des fonds à un certain Mhm. niveau donné. Mhm. Voilà. Je À un vois. certain niveau donné, ça va permettre de lever des fonds. Par exemple, récemment, l'État a lancé en fait la Diaspora Bonds. Mhm. OK? Un fonds dédié à tous ceux qui sont de la diaspora. Bon, même ceux qui ne sont pas de la diaspora, qui sont ici et qui veulent, ils peuvent aller en fait participer. Et le diaspora, c'est un emprunt obligataire. Ok. Voilà, un emprunt obligataire dont la participation est de 10 000 francs Ok. à part. Je pense que c'est un truc de environ 200 millions de dollars qu'ils veulent lever, l'équivalent en 200 millions de dollars qu'ils veulent lever comme fonds. Donc, mais pour moi, c'est vrai, les gens vont participer, ok? Mais ça aurait été encore plus intéressant. Et si on va dire, cette technologie était mise en place, voilà, de tokeniser également cela et de permettre à ceux aussi qui ont des bitcoins, qui ont, je sais pas, des USD, des stablecoins, voilà, de pouvoir également participer à ce diaspora bonds-là, voilà, en achetant en fait, on va dire, des parts. Donc, ça allait vraiment permettre, et ça va permettre de lever encore Mhm. plus de fonds Enfin. pour financer en fait, on va dire, les initiatives en fait du pays. Donc, tout ça, ce sont des solutions. OK? Mhm. Mhm. Voilà. Donc, il y a ça. Et je m'arrête là pour l'instant. Non, si vous avez Merci. quelque chose à ajouter, Non, vous non, non, pouvez je le m'arrête faire. là pour Parce que l'instant. ce que vous êtes en Mhm, train de dire, c'est vraiment enrichissant. Ce sont des mhm, informations que je pense que beaucoup de gens n'ont pas. Y mhm. compris moi, j'apprends aujourd'hui OK, beaucoup de choses. Merci OK. beaucoup. Donc, si vous avez encore quelque chose à ajouter, n'hésitez pas, hein. On aura venir en consultation. Et votre Donc, consultation est combien? ah non, après, je vais pas prendre les numéros, on va se voir. D'accord. Merci, Monsieur Sawadogo, pour toutes ces réponses et ces apports. Alors, nous allons marquer une petite pause de quelques petites minutes et nous revenons avec la suite des questions. En Afrique, acheter ou vendre des cryptos, c'est encore compliqué. Taux incertain, transactions lentes, manque de confiance et surtout, difficile d'utiliser sa monnaie locale. Mais ça, c'était avant. Voici Barca Change, la plateforme qui simplifie les échanges crypto en Afrique. Achetez et vendez facilement, directement avec votre mobile money, en quelques clics seulement. Déjà utilisé par des milliers d'utilisateurs à travers l'Afrique, Barca Change s'impose comme la nouvelle référence. Simple, rapide, sécurisé. Télécharge Barca Change maintenant et prends le contrôle de tes transactions. Barca Change, la plateforme d'échange locale de crypto en Afrique. Alors, nous sommes de retour. Alors, Monsieur Sawadogo, nous poursuivons avec la quatrième question que nous avons préparée. Alors, dites-nous, les stablecoins peuvent-ils devenir une alternative au dollar et au mobile money, selon vous? Si ça peut devenir. Mais je pense Une que ça l'est alternative. déjà, hein.
D'accord. Voilà. Dites-nous en Mais, plus. mais en fait, quand on parle d'alternative au dollar, ça va dépendre. Puisque déjà, la majorité ou les plus grands stablecoins que nous utilisons aujourd'hui sont principalement adossés au dollar. D'accord. Voilà, si on Mhm. prend le cas de l'USDC émis par Coinbase, l'USDT émis par Tether, donc il y a eu l'USD One qui est émis par Donald Trump lui-même, Mhm. une de ses entreprises, l'USD One. Donc tout ça, vous allez voir que c'est principalement adossé en fait les plus grands en fait sont adossés au dollar. Voilà. Donc et les stablecoins c'est quoi? Voilà, c'est la représentation également d'une monnaie, voilà, d'une valeur, bon, d'une monnaie en fait sur la blockchain. Donc dont en fait l'objectif est de rester stable comme son nom l'indique. Voilà, si on prend par exemple le dollar, donc si on veut avoir la représentation, bon, comme ce qu'on utilise déjà comme l'USDT ou l'USDC, ça veut dire que quelqu'un qui a 1000 $ USDT dans son portefeuille, ou bien qui a 1000 $ USDC dans son portefeuille, par exemple, ça veut dire tout simplement que Tether ou Coinbase a l'équivalent de ces 1000 $ là qui existent en cash Ok. dans une banque, en fait, au niveau des États-Unis. Voilà, dans une banque, en fait, c'est-à-dire qu'il y a la représentation réelle qui est déjà là. Donc, c'est pas que on émet juste pour émettre, mais il y a euh, on appelle ça ce bac-là. Il y a ce repos, en fait, qui est déjà là. Donc, nous, également, au niveau de nos différents pays, on pourrait aussi prendre cette initiative d'émettre, en fait, je sais pas, un franc CFA, un stablecoin, Mhm. ou alors, bon, pour peut-être la future monnaie de l'AES pourrait être émise en fait sur la blockchain en stablecoin. Mhm. Donc, et là, comme ça se repose sur la blockchain, ça permet de pouvoir vraiment faire les transactions rapidement. D'accord. OK? Par exemple, aujourd'hui, si on utilise les mobile money, si par exemple, bon, je ne vais pas faire la publicité d'un mobile money particulier et tout, mais la majorité des mobile money que nous utilisons aujourd'hui sont restreints, voilà, de façon géographique. Il y a certains même, c'est uniquement au Burkina Faso que ça Mhm. fonctionne. Ça peut pas aller, on ne peut pas faire de transactions hors du pays. Mais il y a certains, celles avec laquelle on peut faire des transactions hors du pays, Mhm. vous allez voir que c'est majoritairement limité à l'espace UOMOA, je Ok. peux le dire ainsi. Mhm. C'est limité uniquement à l'espace UOMOA. Donc, ça veut dire que si moi, je veux envoyer à travers les mobile money à quelqu'un qui est par exemple en Centrafrique, en Afrique centrale, Mhm. parce qu'eux aussi ils utilisent du franc CFA. Ok. Bon, ça aussi, je ne comprends pas. On a deux francs CFA, on a le même franc CFA, mais dans deux autres différents, Différentes. mais qu'on ne peut pas s'échanger. Donc, nous, on ne peut pas. Mais aujourd'hui, tout de suite, si moi j'ai 10 USDT et que je veux utiliser ça pour payer quelque chose en ligne ou bien envoyer ça à mon frère qui se trouve au Cameroun, Mhm. en Centrafrique, ou bien au Gabon, c'est encore plus facile. Et Mhm. ça même, c'est parce que je pars en fait à côté. Donc, Mhm. je veux envoyer ça à quelqu'un qui se trouve, je sais pas, à Dubaï, ok, en Amérique, en Europe. C'est plus facile pour moi. Donc, vous voyez, avec cette facilité, Mhm. bon, pourquoi on va encore aller se tracasser pour aller utiliser en fait un autre moyen? Voilà, ce qui fait que la majorité des gens ou ceux qui comprennent et qui savent utilisent cela. Mhm. Voilà, pour D'accord. pouvoir faire en fait leurs transactions, pour pouvoir en fait faire Je, leur paiement. je comprends. Voilà. Donc, ça ne va pas, ça ne pourra pas être une alternative parce que ça l'est déjà. Voilà. C'est juste que nous devons prendre vraiment le pas pour pouvoir également mettre en place aussi nos solutions. Mhm. Voilà. Et là, ça va vraiment nous aider également, nous en tant qu'utilisateurs, nous en tant que particuliers, nous en tant que, on va dire, citoyens lambda. D'accord. Mhm. Alors, maintenant, à quoi ressemblera la relation entre banque et crypto dans 5 ans en Afrique, selon vous? Ah ah! La relation entre banque et crypto dans 5 ans, je vois quand même que ça sera quelque chose d'intéressant. Voilà. Mais en ce moment, il faudrait, parce que ça dépend de ces différentes banques-là. La plupart des banques en Afrique sont en train de faire le pas, OK,
pour aller à l'adoption, pour aller à la conciliation, pour aller à cet état, à cette réglementation qui va permettre aux utilisateurs vraiment de pouvoir utiliser de façon saine, euh, on va dire, la crypto dans l'espace Mhm. qu'il se trouve, ou bien dans le pays qu'il se trouve. Maintenant, il y a de ces États également, bon, qui peut-être n'ont pas cette, cette souveraineté. Voilà. Parce que pour prendre certaines décisions, il faut que toi-même tu possèdes cette chose-là. Voilà. Et si tu n'as pas cette possession, ou bien si tu n'as pas en fait la mainmise sur ce que tu utilises comme monnaie, ça serait difficile pour toi de prendre en fait certaines décisions. Mhm. Voilà. C'est-à-dire que si tu veux prendre la décision, il faut que tu passes demander ailleurs Mhm. pour qu'on t'accorde. Et c'est pas sûr qu'on pourra t'accorder également cela si ça ne va pas en droite ligne avec leurs intérêts. C'est ça. Pendant qu'eux-mêmes, ils l'utilisent même. Voilà. C'est-à-dire Exactement. eux-mêmes, ils l'utilisent, mais on peut peut-être vous interdire de l'utiliser. Ouais. Vous voyez. Donc, en ce moment, ce sont ces différentes banques-là où c'est à nos différents États, à nos différents leaders, vraiment de faire ce travail-là, de faire cette analyse froide, cette analyse pour voir réellement est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon, est-ce Mhm. que c'est utile ou bien c'est pas utile, et prendre les décisions qu'il faut. On peut continuer à utiliser les services bancaires, à utiliser nos monnaies ou bien notre monnaie que nous connaissons, voilà, tout en utilisant également aussi les cryptos. Voilà. Il suffit seulement que le cadre là soit clair, que le cadre soit sain et qu'on prenne en compte les réalités du terrain. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a de ces décisions à prendre, qu'il faut vraiment euh, demander, on va dire, convier également ceux qui sont sur le terrain, ceux qui vivent ça de façon quotidienne, pour qu'ils puissent donner leur avis également, afin qu'ils puissent prendre ça en compte, analyser et voir vraiment ce qu'ils peuvent également faire. Parce que c'est ça qui va mener vraiment on va dire, à la meilleure adoption. Je prends ce cas parce que, par exemple, si on va repartir au niveau de la réserve fédérale américaine, on va repartir à la Banque centrale européenne, avant de mettre en fait leurs différentes lois et tout, ils ont convié vraiment tous les grands acteurs, Mhm. voilà, tous les grands acteurs européens pour discuter. Récemment, en décembre, si je ne me trompe pas, voilà, il y a eu le Genius Act aux États-Unis. Il y a eu également, il y a eu la Clarity Act également aux États-Unis. Mais tu vas voir que dans tous ces actes-là, il y a eu d'abord une convocation, bon, quand on dit convocation, un appel, une demande en fait des acteurs du Mhm. milieu, voilà, pour discuter, pour D'accord. qu'ils donnent également les réalités, ce qui se fait, ce qui se passe, tout, et donner aussi leur avis sur comment on peut réguler en fait ce secteur-là, tout en n'asphyxiant pas en fait les initiatives de la jeunesse, voilà, et de ces entrepreneurs. Donc, en décembre, Donald Trump à la Maison Blanche, tous les grands acteurs, par exemple de Stella, de Ripple, de Circle, de Tether, en tout cas, eux tous, ils étaient au niveau de la Maison Blanche pour vraiment discuter. Voilà, et voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que eux aussi, ils ne veulent pas rester terre, ils veulent être leaders dans ce domaine-là. Voilà. Donc, en tout cas, dans 5 ans, voilà, ça sera bien. Mais ça va dépendre vraiment du dynamisme de nos décideurs. D'accord. Alors, Monsieur Sawadogo, Yes. nous avons une dernière question sur laquelle nous aimerions avoir votre avis bref. Alors, quelles opportunités les jeunes Africains peuvent-ils saisir grâce à la fusion entre finances traditionnelles et crypto aujourd'hui? Ok. En termes d'opportunités, je pourrais dire qu'il faut déjà commencer à réfléchir. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. C'est-à-dire que tout le monde voyage, tout le monde, on va dire, part Mhm. là où il veut, comme il veut. Bon, en tout cas, s'il a son visa. OK? Effectivement. Et il faut noter que dans le monde, il y a environ, sur les 8 milliards, OK, sur les 8 milliards d'habitants que nous sommes, Mhm. près de 10% actuellement, oui, 700 à 800 millions de personnes ont désormais un portefeuille Mhm. Bitcoin, un portefeuille crypto. Et ce pourcentage va augmenter.
encore et encore dans les 5-10 prochaines années. Donc, maintenant, l'opportunité ici, c'est quoi? On va avoir un afflux peut-être de touristes parce que on sait que la guerre ici va finir. Voilà, la guerre au Burkina dans l'AES va finir peut-être très bientôt. Donc, il y aura de ces touristes, il y aura de ces personnes qui vont affluer, qui vont venir savoir, ah, c'est comment le Burkina Faso, c'est comment le Mali, c'est comment le Niger. Bon, c'est comment en fait l'Afrique de façon générale. Et lorsqu'ils vont venir, ceux-là qui sont par exemple des bitcoiners ou ceux qui sont dans l'écosystème, bah, la solution, s'ils viennent et qu'ils trouvent par exemple une solution qui vont les faciliter d'utiliser ou de dépenser leur bitcoin sans pour autant faire une conversion ou bien avoir certaines tracasseries, bah, ils vont le faire. Donc en ce moment, cela veut dire que c'est à la jeunesse d'abord de mettre en place ces solutions-là, d'essayer de voir, OK, quelle solution je peux mettre en place ou n'importe qui, par exemple, qui va venir au Burkina Faso, il faut plus, et qu'il a des bitcoins, faut pas qu'il va se tracasser, en fait, pour essayer de convertir ses bitcoins. Voilà, et je prends le cas, par exemple, de Baka Change. OK? Ok. Donc, ça c'est une, en fait, des opportunités. La deuxième opportunité, c'est vraiment le côté professionnel. C'est-à-dire, il faut avoir cette capacité, il faut que nos États, nos pays, nos institutions auront besoin de professionnels dans les 5-10 prochaines années. Ça, c'est clair. Des personnes qui connaissent et qui comprennent réellement c'est quoi la blockchain. Ça, c'est un. Des personnes qui savent coder, Mhm. qui savent programmer, qui savent créer des solutions. Voilà, avec les différentes blockchains possibles. Et pour cela, il ne faudrait pas que quand cet appel ou quand ces opportunités vont venir, on parte demander ailleurs de venir gérer ça. Donc, raison pour laquelle, bon, ça c'est un message pour peut-être nos institutions ou nos autorités qui, si d'aventure, il y a un qui écoute. Voilà, avec le ministère de la Transition digitale et tout, il faudrait mettre en place un programme qui va viser à former au moins 1000 à 2000 jeunes, voilà, sur la programmation blockchain, uniquement. Voilà, principalement sur la programmation blockchain et sur la majorité des blockchains également qui existent. Tout ça dans l'objectif par la suite de proposer vraiment une solution concrète pour le Burkina parce qu'ils en auront besoin. Voilà. Pas qu'on va utiliser les blockchains des autres, non. Il faudrait qu'à l'avenir, même si on va adopter, lorsqu'on va adopter en fait ces solutions-là, qu'on passe à faire cette transition pour avoir notre propre blockchain, ok, notre propre solution, pour pouvoir vraiment avoir également un certain nombre aussi, je peux le dire, de contrôle à un certain niveau donné et de transparence, voilà, à un certain niveau donné. Donc, et pour ça, bah, c'est maintenant qu'il faut commencer. Donc, si tu nous suis ici et que tu es en faculté je sais pas, d'informatique, en faculté de sciences et tout, ou bien même que tu es passionné par l'informatique et tout, commence dès aujourd'hui, en fait, à aller chercher. Va taper comment faire la programmation blockchain, comment coder sur le Bitcoin. Va faire tes propres recherches et commence à te former en attendant. Et pendant même ta formation, c'est sûr que tu auras des opportunités en entendant même, on va dire, les opportunités locales. Ça, c'est sûr. Je prends par exemple le cas de BitTrust. OK? BitTrust, euh, c'est, on va dire, une communauté, voilà, qui a été mise en place par Jack Dorsey, OK, et également Jay-Z, OK, Jack Dorsey et Jay-Z, voilà, qui ont mis en place en fait un fonds Bitcoin, OK, et là-bas, ils font en fait la promotion uniquement du codage Bitcoin, uniquement que sur Bitcoin et spécifiquement sur le Lightning Network, OK, donc, et ce programme-là est disponible. Donc, toute personne, dès maintenant qui le veut, tu pars sur Google, tu tapes BTrust. B là, c'est B. Voilà, c'est BTRUST. Tu tapes seulement BTrust. Bon, c'est quelqu'un qui va lire ça en français, va dire BTrust. Voilà, mais c'est BTrust. Voilà, tu tapes seulement ça, tu pars sur leur site. Tu vas voir qu'il y a plein de cours qu'ils donnent. Il y a des parcours même qu'ils offrent. C'est à toi de choisir ce qui te va le mieux et tu commences. Voilà. Ils ont plusieurs entrées, plusieurs sessions qu'ils ont et c'est gratuit même en plus. Donc, ça dépend, ça demande vraiment une volonté réelle d'apprendre, et ainsi de suite. Voilà. Et nous également, à notre niveau, nous allons commencer bientôt ce qu'on appelle les BitDev. Voilà. Avec, on va dire, la communauté Bitcoin Burkina.
pour également initier ceux-là vraiment qui sont intéressés. Donc, si tu nous suis, rejoins la communauté Bitcoin Burkina et lorsque les BitDev vont commencer, tu viens avec ton ordinateur, on va déjà vous montrer comment ça fonctionne et tout. Ça sera aussi notre part, Mhm. voilà, Une notre contribution, contribution. c'est ça. Voilà, notre contribution et on serait fiers que dans les 5-10 prochaines années, on puisse dire, OK, on a contribué au moins à former Des développeurs voilà, blockchain. des développeurs en fait Bitcoin. Voilà, des développeurs Bitcoin, des développeurs blockchain en fait au Burkina Faso et qui sont utiles. Voilà, et qui proposent également des solutions. Et pour le cas de Bitrust, quand je l'avais, dont j'évoquais tout de suite, eux, en tout cas, lorsque tu suis le parcours et que tu es bon, eux-mêmes, ils te recrutent directement. Directement. Voilà, Ok. si tu es compétent, eux-mêmes, ils te recrutent directement. C'est vraiment une Et opportunité, puis tu en continues. fait. Ok. Voilà. Donc, il n'y a pas que il y a chômage, non, il y a plein d'opportunités. Il suffit seulement d'aller, il suffit de chercher de chercher en fait Chercher au bon au bon endroit. endroit tout C'est ça. simplement. Voilà. Donc, voici ce que je pourrais ajouter. Euh, voilà. D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sawadogo, pour Merci. tous ces apports. Mhm. Alors, si vous avez un mot de fin pour nos téléspectateurs, vous pouvez le donner. OK. Mot de fin, c'est que, bon, mot de clôture, c'est que, en fait, tout un chacun qui nous suit, il faut prendre le soin déjà de vous éduquer. Il faut prendre le Important. soin d'aller apprendre, d'aller comprendre avant de faire vos premiers pas. Et ce soin d'aller apprendre et comprendre, ça peut se faire en euh, on va dire, en deux phases. Première phase, de façon personnelle, tu peux faire tes propres recherches. Et deuxième phase maintenant, peut-être à travers un accompagnement personnalisé. Un mentor tel que Voilà, un Monsieur mentor Sawadogo Zafir. ou une formation. Voilà. Donc, il y a ces deux cas-là. Mais il faut, il faut impérativement aller se former. Il faut impérativement apprendre. Parce que de la même manière que dans la vie réelle, il y a des gens Mhm. qui sont là avec des mauvaises intentions. Dans cet écosystème également, il y a de ces personnes aussi qui sont là avec de mauvaises intentions. Et si par malheur, dans tes premiers pas, tu tombes dans ça, bah, ça risque de te dégoûter. Et puis, c'est pas que ça va te dégoûter toi, même tu vas dégoûter les autres, même tu vas décourager ceux-là qui voulaient venir là-bas. Ça. Voilà. Mais lorsque tu apprends, tu vas comprendre vraiment les deux pans. Voilà, le côté vraiment là où ce n'est pas intéressant, là où et que tu peux éviter, et le côté intéressant où il y a de ces opportunités également que tu peux saisir. Voilà. Et si vous avez la possibilité également d'avoir des épargnes, d'épargner un peu également en Bitcoin, même si c'est 10 000 ou 15 000, en tout cas, ce que tu peux par mois, épargne en Bitcoin. Essaie de le faire sur un an et tu me diras ce que ça vaut. Juste avec ce que tu peux et qui ne va pas te déranger. Il n'y a pas d'aller prendre prêt pour venir, non. Pour aller acheter du Bitcoin, non. Pas d'aller convaincre quelqu'un pour dire il faut acheter. Non, non. Fais seulement avec ce que tu peux. Avec 5 000 par mois. Avec même si c'est 1 000 francs même. Essaie seulement en un an et après tu me laisses un message. Au bout de l'année, quand tu vas finir, tu me dis ce que tu auras eu comme expérience. Merci. D'accord. Merci encore. Merci beaucoup pour tous ces apports. Alors, nous sommes à la fin de ce Barca Talk. Euh, C'était Boini Elsa, voilà, qui représente Barca Change, que vous pouvez trouver facilement sur Play Store, App Store ou visiter directement notre site web. Alors, Monsieur Zafir Sawadogo, on va se dire à très bientôt pour un prochain épisode. Thank Voilà, you. parce que tous les apports que nous avons eus aujourd'hui étaient vraiment très intéressants. Mhm. Et certainement, on vous invitera à nouveau pour que vous puissiez nous apporter encore plus de connaissances et Je tout. serais ravi. Alors, l'éducation, donc l'information, la formation, on invite toute la population à s'éduquer sur la blockchain, sur le Bitcoin. Il y a beaucoup d'opportunités. Alors, vous avez énormément de mentors, de sociétés comme Bitcoin Burkina, comme Barca Change et énormément d'autres que vous pouvez en fait interpeller, vers qui vous pouvez vous tourner en fait pour avoir plus d'informations. Alors, on se dit à très bientôt. Barca, Barca Wusoro. Barca Wusoro. Merci. Super.